Amis internautes de Dabarou TV, merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information. Le projet Smart Food qui vise à donner un nouveau souffle à l'élevage en Afrique de l'Ouest a été officiellement lancé le jeudi 3 avril 2025. Prévu pour durer 3 ans, il est porté par le laboratoire Société Environnement de la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou. Éléments à suivre dans cette session de l'information. Hygiène et sécurité publique à Parakou, la mairie sensibilise contre l'inhumation à domicile. Blandine Keguer nous fera le point dans cette édition. Les enseignants, chercheurs, étudiants et autorités rectorales étaient réunis à la salle de réunion de la Flash de l'Université de Parakou le mercredi 2 avril dernier. C'était à l'occasion du Café Sciences de cette entité de formation. Le professeur Alice Afouda a partagé avec ses pairs les résultats de ses recherches sur les ressources en eau transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Vous aurez les détails de cet atelier de lancement dans un instant. C'était les grands titres. Mesdames et messieurs, le développement, c'est tout juste après ceci. Le projet promouvoir des pratiques d'élevage climato-intelligentes endogènes pour une gestion durable des terres pour renforcer la sécurité alimentaire des ménages en Afrique de l'Ouest, porté par le laboratoire Société Environnement, la SEN de la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou, est entré dans sa phase active. L'atelier de lancement a eu lieu ce jeudi 3 avril 2025 à Parakou. Ce projet apportera un nouveau souffle aux éleveurs et aux différentes activités liées à l'élevage dans les communes de Gogounou, Tchaourou, Ndali et Bembereke au Bénin, au nord du Togo et au nord de la Côte d'Ivoire. Eman Moussou et Sabio Chabi Adamou pour plus de précisions. C'est désormais officiel. Le projet promouvoit des pratiques d'élevage climato-intelligentes endogènes par une gestion durable des terres pour renforcer la sécurité alimentaire des ménages en Afrique de l'Ouest, porté par le laboratoire Société Environnement de la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou, est entré dans sa phase active. L'atelier de lancement a eu lieu ce jeudi 3 avril 2025 à Parakou. Sur une durée de 3 ans, ce projet apportera un nouveau souffle aux éleveurs et aux différentes activités liées à l'élevage dans les communes de Gogounou, Tchaourou, Ndali et Bembereke au Bénin, Kara au nord du Togo et à Korgo au nord de la Côte d'Ivoire. Le projet Smart Food est un projet, une nouvelle initiative qui est venue pour accompagner les éleveurs, notamment les petits éleveurs, les femmes éleveuses, et qui ont des difficultés, et ces difficultés qui ont pour nom la baisse de la productivité de leur système de production, mais également les émissions de gaz à effet de serre que l'on note dans ces types d'élevage, et surtout avec le changement climatique, les femmes éleveuses et les jeunes éleveurs sont confrontés aux affres donc, du changement climatique. Nous allons proposer par exemple des types de fourrage pour les éleveurs. Nous allons proposer des alicaments, des formes d'aliments de bétail, des pierres léchées enrichies, même du fromage enrichi. Nous allons proposer tout ce qui va permettre d'avoir un système d'élevage durable, mais également tout ce qui va garantir la sécurité alimentaire dans les ménages d'éleveurs. Face aux défis posés par les changements climatiques, ce projet, qui sera piloté par l'Université de Parakou, en collaboration avec l'Université Pelé-Foro-Gon Coulibaly de la Côte d'Ivoire, l'Université de Kara au Togo et l'Université du Québec à Montréal, vient à point nommé. Les autorités de ces institutions s'engagent à mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir une bonne exécution. Ce projet vise la co-construction de pratiques endogènes, climato-intelligentes, à faible émission. Et je pense que dans la présentation du projet, les détails de l'intérêt, donc des centres d'intérêt, seront donnés. Et je reste persuadé que la mise en œuvre du dit projet ne souffrira d'aucun soutien institutionnel des autorités universitaires. Je suis convaincu, au nom donc de mes collègues recteurs présidents
des universités partenaires du projet, que les membres de l'équipe du projet, aussi bien en Afrique de l'Ouest que du côté du Canada, déploieront tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs et les résultats du projet. Le présent projet vient à point nommé pour contribuer à sensibiliser les acteurs clés du secteur agropastoral afin de favoriser une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Pour cela, je marque mon adhésion et mon accompagnement total à ce projet. Ainsi, je salue les initiateurs et les porteurs de cet ambitieux projet qui offrira, j'en suis certain, un avenir meilleur à notre sous-région. Lors de l'atelier, une brillante présentation du projet par son coordonnateur a permis aux participants de mieux comprendre ses contours, ses enjeux et les résultats attendus au terme des 3 années d'exécution. Nous, en tant qu'éleveurs, nous sommes ravis et nous continuons d'être ravis par le contenu de ce programme sur 3 ans qui doit impacter la vie économique et sociale des éleveurs dans un monde où les changements climatiques font rage. Et je suis personnellement ravi en tant que coordinateur pour les résultats qui ont été déjà signalés, que moi je trouve très pertinents pour amorcer la dynamique de développement local. Ce qui m'ont beaucoup pris, c'est pris deux points. Là où ils ont dit qu'il faut former les femmes éleveuses et les appuyer. Et encore là où ils vont nous appuyer au niveau de la transformation des produits laitiers et encore comment faire des élevages intensifs et extensifs. Doté d'un budget global d'1 361 000 $ canadiens, le projet Smart Food est cofinancé par le Centre de recherche pour le développement international et la Fondation Bill Gates. Son implémentation dans les zones ciblées au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire comprendra plusieurs volets, notamment les recherches scientifiques sur les pratiques d'élevage climato-intelligentes, l'encadrement académique et formation universitaire, des services de conseil et renforcement des capacités, le développement communautaire et accompagnement des éleveurs. Ce projet constitue une avancée majeure dans la promotion d'une gestion durable des terres et d'un élevage résilient face aux défis climatiques en Afrique de l'Ouest. Toujours à Parakou, l'inhumation à domicile reste une pratique bien présente malgré les risques qu'elle comporte. Ce jeudi 3 avril 2025, les responsables des affaires domaniales ont réuni les leaders religieux pour une séance de sensibilisation. Objectif, les informer sur les règles en vigueur et les impliquer dans la lutte contre cette pratique aux conséquences sanitaires et environnementale non négligeable. Le jeudi 3 avril 2025, les responsables des affaires domaniales ont sensibilisé les leaders religieux sur l'inhumation à domicile, une pratique encore courante à Parakou et dans plusieurs villes du Bénin, soulevant ainsi des préoccupations sanitaires et environnementales. Les eaux que nous consommons, les eaux qui nous servent à faire nos besoins dans les domiciles, ces eaux sont contaminées, ces eaux sont souillées. Et de plus en plus, on observe des dépôts de graisse et à la surface de ces eaux. Et puis, il y a d'autres constituants que nous ne maîtrisons pas forcément et qui sont nuisibles à la santé. Et c'est surtout ça. Ce qui est la santé publique, l'autorité administrative doit y veiller. Le directeur des affaires domaniales et environnementales a rappelé que cette pratique est encadrée par des normes strictes, notamment sanitaires. L'objectif de cette rencontre était d'informer les populations via les leaders religieux sur les dispositions à respecter. Quand vous allez dans un domicile et que vous voulez inhumer quelque part, le puits ou du moins le forage doit être à un certain nombre de distances par rapport à la fouille.
par rapport à la tombe. Hein? Toujours par rapport à cette tombe, il faut respecter un certain nombre de critères. Il faut une certaine profondeur. Il faut voir si la terre sur laquelle on veut faire la fouille, le type de sol, est-ce que c'est favorable à l'infiltration? Si oui, quelles sont les dispositions à prendre, etc., etc. Est-ce que la parcelle sur laquelle on veut faire la fouille, est-ce que cette parcelle est véritablement la propriété du défunt ou bien des héritiers? Nous sommes obligés d'avoir cette preuve avant de donner le permis d'inhumer. Au cas contraire, votre dossier ne serait pas recevable. Présent à la séance, le représentant de la police républicaine a insisté sur l'importance du respect des réglementations en vigueur en matière d'inhumation. Cette séance de sensibilisation est capitale parce que après, les gens ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Encore qu'on a dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, la mairie a pris cette disposition pour sensibiliser tout le monde sur ce volet, afin qu'au moment opportun, au moment où il y aura des gens qui ne vont pas respecter ces dispositions de la loi, ils vont faire appel à la police qui est chargée de faire appliquer les lois et règlements. Donc, les gens ne soient pas surpris de voir la police intervenir au moment où les gens ne vont pas respecter cette disposition qui est en train d'être vulgarisée. Donc, je voudrais appeler tout le monde à se conformer à ce qui est en train d'être dit actuellement. Les leaders religieux ont salué l'initiative et s'engagent à relayer l'information auprès des fidèles, contribuant ainsi à une meilleure gestion des pratiques funéraires. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire que nous voulons enterrer le corps de notre papa ou de notre maman dans la maison. Non. Il y a des procédures à suivre. En islam, il n'est pas autorisé d'enterrer les morts à la maison. Il est préférable d'amener le corps au cimetière. Ce que nous constatons surtout dans la ville de Parakou, qui est une ville cosmopolite, vraiment, il y a trop d'anarchie en ce qui concerne l'enterrement ou l'immersion des corps. Lorsque vous faites un tour dans les périphériques de Parakou, vous rencontrez des tombes pêle-mêle. C'est pas une bonne chose. C'est pourquoi moi, personnellement, j'apprécie cette initiative et je voudrais que les autorités continuent de travailler là-dessus pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Ces mesures visent avant tout la protection de la santé publique et non l'augmentation des recettes municipales. L'objectif est de dissuader l'inhumation à domicile en raison des risques qu'elle représente. C'était à l'instant un reportage de Blandine Kege et de Sabiou Chabi Adamou. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. Une conférence débat a réuni enseignants, chercheurs, étudiants en master et autorités rectorales de l'Université de Parakou ce mercredi 2 avril 2025 à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de ce haut lieu de savoir. Placé sous le thème « Ressources en eau transfrontalière en Afrique de l'Ouest », un levier de paix et d'intégration régionale est présenté par Alice Afouda. Ce premier café sciences de l'année 2025 a permis d'analyser en profondeur les principaux systèmes aquifères, la densité des populations dans les bassins hydrauliques et les types de conflits transfrontaliers liés à l'eau en Afrique de l'Ouest. Reportage. Pour toucher cette partie jusqu'au Libéria. C'est une conférence débat qui a réuni enseignants-chercheurs, étudiants en master et autorités rectorales de l'Université de Parakou ce mercredi 2 avril 2025 à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de ce haut lieu du savoir. Placé sous le thème « Ressources en eau transfrontalière en Afrique de l'Ouest »,
un levier de paix et d'intégration régionale, est présenté par le professeur Alice Afouda. Ce premier café science de l'année 2025 a permis d'analyser en profondeur les principaux systèmes aquifères, la densité des populations dans les bassins hydrauliques et les types de conflits transfrontaliers liés à l'eau en Afrique de l'Ouest. En tant que ressource en eau transfrontalière, qui se décline en eau de surface et puis aquifères, matérialisées par des bassins qui sont aussi transfrontaliers, il faut comprendre que c'est des ressources. Lorsqu'on doit les exploiter, on ne peut pas être confiné soit à l'intérieur d'un État, mais tenant compte de ceux qui partagent ces bassins versants ou ces systèmes aquifères pour prendre des décisions idoines. La gestion des conflits ou bien la gouvernance même pour les bassins versants de ces fleuves-là. Il y a des institutions qui sont mises en place, c'est vrai, qui permettent de gérer une forme de coopération lorsque surviennent certains problèmes. Mais on se rend compte que par rapport aux attentes, tout n'est pas encore comblé et il faut revisiter un peu ces accords ou alors trouver un mécanisme pour que les populations à la base participent correctement à la gestion des relations qui peuvent découler soit de l'exploitation des ressources en eau, soit même de tout ce qui est lié à l'interne. Cette initiative, soutenue par les autorités rectorales, notamment le vice-recteur chargé de la recherche scientifique, a abordé une thématique d'actualité. La problématique est d'abord intéressante parce que, comme vous le savez, les conflits qui jalonnent notre vivre ensemble aujourd'hui sont des conflits autour des ressources naturelles, surtout les conflits autour de l'eau. Et donc, la communication nous a fait des propositions pour voir comment est-ce qu'à travers des institutions fortes, des institutions qui s'acceptent, qui se tolèrent, qui se parlent, les États peuvent mieux se parler, mieux élaborer donc des politiques pour une gestion durable de notre espace sous-régional. Les échanges ont été vifs et très enrichissants. Les participants ont désormais une meilleure compréhension de la gestion des ressources hydrauliques en Afrique de l'Ouest et des conflits interétatiques liés à leur mauvaise gestion. On comprend très vite à la suite de cette présentation que les États vivent dans une situation d'interdépendance naturelle parce que une mauvaise gestion ou une bonne gestion des ressources en eau en amont peut créer donc des problèmes en aval. Et dès lors qu'il y a une prise de conscience de cette interdépendance entre les États, quels sont alors les modèles organisationnels qui sont mis en place au niveau donc des communautés touchées par ces ressources en eau, traversées par ces ressources en eau, pour pouvoir donc tirer et profit les uns des autres sans que la subsistance des uns ne soit pas remise en cause par, disons, l'exploitation abusive de la ressource par les autres. D'abord, je suis femme et l'eau est plus utilisée par les femmes. Et donc, lorsqu'il s'agit de questions de l'eau, chercher des solutions pour une bonne utilisation de l'eau, c'est sauvegarder le bien-être de la femme. Et de plus, quand on va au niveau des frontières, comme beaucoup l'ont dit, l'eau constitue un élément déterminant des frontières depuis le temps colonial. Nous sommes allés un peu plus au-delà dans ce café scientifique aujourd'hui, avec les questions climatiques, tout ça. Donc, le professeur nous a vraiment émerveillés. Je suis vraiment contente et je suis, comme l'a dit le modérateur, il y a eu beaucoup d'autres thèmes qui nous ont tapé dans les têtes par rapport à ce sujet auquel nous allons réfléchir ensemble, comme ils nous ont dit les fois à venir. L'engouement autour de cette conférence-débat témoigne de l'importance capitale accordée à la recherche scientifique à l'Université de Parakou. Le rendez-vous est pris pour le 2e numéro du Café Science de la Flash le mois prochain.
Un plateau de à 3 000 francs CFA, c'est désormais la réalité sur plusieurs étalages de Parakou. Ce produit, jadis accessible et incontournable dans les foyers, devient de plus en plus hors de portée. Une hausse brutale qui bouscule vendeuses et acheteurs, tous confrontés à une équation économique difficile. Une équipe de Dabaro TV est allée faire le constat pour vous. Il fut un temps où les œufs étaient le choix privilégié des populations. En alternative à la viande et aux poissons, ils étaient largement consommés en raison de leur accessibilité et de leur abondance sur les marchés. Depuis quelque temps, le prix des œufs a connu une hausse drastique sur les marchés et dans les boutiques de la ville de Parakou. Ce produit, qui autrefois vendu à 2600 francs CFA le plateau, coûte désormais 3000 francs CFA, voire plus que ça. Je vends les œufs avant 3 à 250. Maintenant, c'est une 1600 francs. Plateau là, ça fait 3000 comme ça. Avant là, c'est à 2500 francs. Et maintenant, c'est à 3000 francs. Au marché Arzeke, plusieurs clientes s'expriment face à cette hausse inattendue. Résignées, elles s'adaptent comme elles le peuvent. Avant, on prenait ça 3 250 et 4 300, mais maintenant c'est devenu unité 100 francs. Donc, difficilement pour trouver même, et comment on dit, 600, 550. Avant, on prenait ça 3 250 et 4 300, mais maintenant c'est devenu unité 100 francs. Donc, difficilement pour trouver même, et comment on dit, 600, 550. De la nourriture, 150, 125. Ils sont obligés de vendre comme ça parce que c'est cher. Les vendeuses de nourriture et les gérants de cafétéria sont particulièrement touchés par cette hausse du prix. L'unité n'est plus cédée à 100 francs comme c'était le cas. Je vends de la nourriture, wake, amio, akassa. Je vends poisson, viande et soja. Le plat maintenant, comme c'est cher là, je ne paye plus. Parce que les gens n'aiment pas payer ça à 125. C'est à 125 l'unité, mais les gens n'aiment pas payer. Je toujours dit 100 francs. C'est pourquoi moi j'ai laissé. On prend le plateau à 2500. On vend 100 francs l'unité, nous même tout 100 francs. Quand les gens mangeaient avant, ils ne se plaignaient pas. Mais aujourd'hui, quand vous leur faites un plat, ils se disent, mais comment le plat est si cher? On dit, bon, les deux sont chers. Et les ingrédients, en plus, tout ce qui compose le plat est cher. De difficilement qu'on trouve de bénéfices parce que si on fait tous les calculs, on n'arrive pas à tirer pour nous dedans. On a souvent de problèmes pour pouvoir en tirer nos bénéfices, mais on peut rien, on fait avec. Du côté des consommateurs, la situation suscite de moules interrogations. Ils refusent d'acheter l'unité à 125 ou à 150 francs CFA. Il faut noter que les démarches pour comprendre les raisons qui expliquent cette augmentation du prix des œufs ont été vaines. Au-delà de nos frontières, à présent, pour dire que le président américain a mis ses menaces à exécution, il a lancé sa grande guerre commerciale baptisée Journée de la Libération. Un droit de douane de base de 10% est imposé à tous les produits importés aux États-Unis pour une soixantaine de pays. C'est la douche froide. Il se voit imposer des droits de douane supplémentaires très élevés, perçus sur la totalité ou presque de leur exportation. De son côté, l'Union européenne sera frappée à hauteur de 20% et annonce déjà la riposte. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session de l'information sur Dabaro TV. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de tournage vous remercie de nous avoir suivis. Très bon week-end à chacun et à tous.